L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est véritablement surprenante. Il y avait une jeune femme qui étudiait à l'université de Saint-Pétersbourg, en Russie. Elle s'appelait Nathalie. Alors qu'elle luttait pour concilier ses études et un petit boulot dans une économie instable, un étudiant français en échange est apparu dans sa vie comme une évidence du destin. Nathalie est tombée amoureuse de sa sincérité, un homme qui prouvait sa fiabilité par des actes plutôt que par des mots. Installée en France, Nathalie retourne dans son pays natal pour la première fois en 5 ans. Mais la réalité qu'elle y découvre dépasse tout ce qu'elle avait pu imaginer. L'économie s'est effondrée et dans la rue, des inconnus abordent son mari sans la moindre gêne. Le choc le plus brutal fut de voir sa meilleure amie tenter d'utiliser son mari pour venir en France. Et lorsque sa propre sœur, en larmes, la supplia de l'emmener avec elle, Nathalie dut prendre une décision cruciale. Le choc et l'émotion d'un retour au pays après 5 ans d'absence et ce que la France en est venue à signifier pour cette famille, c'est cette histoire que je vais maintenant vous raconter. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et d'activer les notifications. Votre soutien est une force immense pour moi. Il y a 5 ans, j'étais étudiante en économie à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. À l'époque, l'économie russe était précaire et nous, les jeunes, manquions de certitude quant à notre avenir. J'étais dans la même situation. Pour payer mes frais de scolarité, je travaillais comme serveuse dans un café et je devais m'y précipiter dès la fin de mes cours. Je rentrais tard le soir et malgré l'épuisement, je devais encore me plonger dans mes devoirs. Cette routine m'épuisait peu à peu. Cet automne-là, dans le cadre d'un cours obligatoire de gestion internationale, nous devions réaliser un projet de groupe. Le professeur a formé les équipes au hasard et le destin a voulu que je me retrouve avec un étudiant français en échange. Il s'appelait Julien. Le jour de notre première réunion, Julien est arrivé un peu en avance et avait déjà commencé à organiser les documents. Quand je suis entrée, il a simplement incliné la tête et m'a saluée. « Bonjour, je m'appelle Julien. » Enchanté. Sa voix était calme, son regard sérieux. Lors de cette première rencontre, Julien n'a pas beaucoup parlé. Cependant, il a pris soin de noter méticuleusement les opinions de chaque membre du groupe. Après la réunion, il a clairement défini et partagé les tâches qui lui incombaient. Son attitude m'a impressionnée. La plupart des étudiants russes avaient tendance à négliger les projets de groupe ou à en laisser toute la charge aux filles. Mais Julien était différent. Il a non seulement terminé sa partie un jour avant la date prévue, mais le travail fourni était d'une qualité exceptionnelle. Le jour de notre deuxième réunion, j'étais un peu en retard à cause de mon travail. En me voyant arriver en courant, Julien m'a tendu une tasse de thé chaud. « Il fait froid dehors, vous auriez pu prendre votre temps. Faites attention à ne pas tomber malade. » Son attention m'a un peu surprise. En Russie, il était rare qu'un homme fasse preuve d'une telle prévenance. À partir de ce jour, j'ai commencé à ressentir une certaine attirance pour Julien. À mesure que la date limite approchait, nous passions de plus en plus de temps à travailler ensemble à la bibliothèque. Julien était toujours parfaitement préparé. Il apportait un chargeur de batterie supplémentaire au cas où son ordinateur tomberait en panne et quelques biscuits. « On ne peut pas se concentrer le ventre vide », disait-il en souriant. Je sentais chez lui une sincérité authentique. C'était pas une façade, mais une habitude naturelle, ancrée en lui. Un soir, alors que nous finalisions notre projet, mon ordinateur a soudainement planté. J'ai paniqué, terrifiée à l'idée de perdre tout mon travail non sauvegardé. Julien, avec un calme imperturbable, m'a tendu son propre ordinateur en disant « Utilisez le mien, je peux travailler sur mon smartphone ». Et il a effectivement continué à travailler sur ce minuscule écran malgré l'inconfort. Ce jour-là, sa gentillesse m'a profondément touchée. Le jour de la présentation, notre groupe a obtenu la meilleure note. Le professeur a loué notre préparation méthodique et notre esprit d'équipe. Après la présentation, Julien a offert un petit cadeau à chaque membre du groupe, des chocolats qu'il avait apportés de France. Bravo à tous, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous. Ces mots sincères m'ont réchauffé le cœur. Même après la fin du projet, Julien et moi avons continué à nous voir. Il m'invitait parfois à dîner et me préparait des plats français. Ses gestes étaient un peu maladroits, mais ses plats étaient cuisinés avec cœur. En discutant avec lui, je me sentais de plus en plus attirée. Il était le genre d'homme qui exprimait ses sentiments par des actes plutôt que par des mots. Et chacune de ses actions était empreinte de sincérité. Je n'avais jamais rencontré un homme comme lui. Dans la réalité instable de la Russie, Julien était pour moi comme une petite lueur d'espoir. Il tenait ses promesses,
avait un sens aigu des responsabilités et surtout traitait les gens avec une véritable bienveillance. J'ai commencé à éprouver des sentiments particuliers pour lui et j'ai réalisé que cela se transformait en amour. Julien et moi sommes devenus proches et tout naturellement nous sommes tombés amoureux. Nous étudions ensemble à la bibliothèque et le week-end nous nous promenions le long de la Neva. Julien restait peu bavard, mais chacun de ses gestes témoignait de son affection pour moi. Avec lui, je me sentais en sécurité. Dans la précarité de la Russie, il était comme un bouclier protecteur. Mais les moments heureux furent de courte durée. Un soir, j'ai été victime d'une intoxication alimentaire. Ce que j'avais mangé à midi ne devait pas être frais. Au début, c'était qu'une légère douleur au ventre, mais les symptômes se sont aggravés avec le temps. La nuit, j'ai passé des heures terribles à faire des allers-retours entre les toilettes et mon lit. Mon corps était brûlant, mon estomac en feu. J'ai contacté mes amis russes les plus proches, mais leur réaction était glaciale. Nathalie, désolée, je ne peux pas venir, j'ai un examen demain. Achète des médicaments à la pharmacie, ça ira mieux. Die Compliance-experte de Oxpred. Aller à l'hôpital ne sert à rien, les médecins ne feront rien de spécial et tu attendras des heures, tu ferais mieux de te reposer chez toi. Chacune a trouvé une excuse pour m'abandonner. À cet instant, j'ai ressenti une profonde solitude. La tristesse de n'avoir personne à mes côtés dans un moment de souffrance était immense. C'est alors que j'ai reçu un message de Julien, « Nathalie, ça va, je m'inquiétais de ne pas avoir de tes nouvelles ». Je lui ai péniblement expliqué la situation. Il a immédiatement répondu, « J'arrive, attends-moi un peu ». J'ai essayé de refuser, il était tard et je ne voulais pas le déranger. Mais Julien avait déjà raccroché et était en route. 30 minutes plus tard, Julien a frappé à ma porte, il portait un grand sac. Essoufflé, il est entré et a sorti du sac de l'eau une boisson isotonique, des médicaments pour la digestion ainsi qu'une petite casserole et du riz. Bois un peu d'eau, petit à petit, il ne faut pas te déshydrater. Il a posé sa main sur mon front, l'air inquiet. Tu as beaucoup de fièvre. On devrait être allé à l'hôpital. J'ai secoué la tête. Non, ça va. Les hôpitaux russes sont gratuits, mais on y attend des heures et les médecins ne s'occupent pas vraiment de vous. Il n'y a pas beaucoup de médicaments non plus. Julien a réfléchi un instant et a dit alors je reste avec toi jusqu'au matin. Si ça s'aggrave, nous irons immédiatement à l'hôpital. Et il est vraiment resté à mes côtés toute la nuit. Julien a fait bouillir de l'eau dans la petite casserole, il a ajouté du riz et a commencé à préparer une sorte de bouillie. Dans la petite cuisine de ma chambre, il remuait le riz avec des gestes mal assurés. En France, quand on est malade, on mange souvent ça ou une bonne soupe. C'est facile à digérer et ça redonne des forces. 1 heure plus tard, une douce odeur s'est répandue dans la pièce. Julien a versé la bouillie dans un petit bol et l'a posée devant moi. Essaie d'en manger un peu, doucement. J'ai porté une cuillère à ma bouche. Le goût était simple et réconfortant. En sentant la chaleur descendre dans ma gorge, j'ai eu l'impression que mon corps se détendait un peu. Julien est resté assis à côté de moi jusqu'à ce que j'ai fini. Ensuite, il a fait la vaisselle, rangé la chambre et a posé une serviette fraîche sur mon front. « Julien, tu dois être fatigué. Rentre chez toi pour te reposer », lui ai-je dit, pleine de culpabilité. Mais il a secoué la tête. « Non, je ne peux pas te laisser seule, Nathalie. Je reste ici. » Il s'est assis sur le petit canapé et a veillé toute la nuit, se levant de temps en temps pour vérifier comment j'allais, m'apporter de l'eau ou rajuster ma couverture. Le lendemain matin, je me sentais beaucoup mieux. La fièvre était tombée et mon estomac était apaisé. Julien, le visage marqué par la fatigue, m'a souri. « Tant mieux. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux. » En voyant son visage fatigué, les larmes me sont montées aux yeux. Mes amis russes m'avaient abandonnée, mais cet homme français avait veillé sur moi toute la nuit. Le soir, Julien est revenu avec une autre bouillie. Cette fois, elle contenait des légumes et du poulet. J'ai préparé quelque chose de plus nutritif aujourd'hui. Il faut que tu reprennes des forces. Sa sincérité m'a une fois de plus bouleversée. Pendant 3 jours, Julien est venu chaque jour prendre soin de moi, séchant ses cours à l'université et mettant de côté son propre travail. Le 4e soir, j'étais complètement rétablie. Alors que j'allais le remercier, il a pris la parole le premier. « Nathalie, sa voix tremblait légèrement. Je tiens vraiment à toi. Je ne voulais pas te laisser seule pendant que tu souffrais. Et ce sera toujours comme ça. » Je l'ai regardé dans les yeux. Son regard débordait de sincérité. « Je serai toujours à tes côtés pour partager tes peines et ta solitude toute ma vie. »
Face à la déclaration de Julien, j'ai pleuré. Ce n'était pas une simple déclaration d'amour, c'était une promesse de responsabilité et de dévouement. Ce jour-là, j'en ai eu la certitude. Cet homme français était quelqu'un qui prouvait ses sentiments par des actes, pas par des mots. Et avec lui, je n'avais plus peur d'un avenir incertain. Julien était l'espoir chaleureux que j'avais trouvé au milieu de la dure réalité russe. Julien et moi sommes devenus encore plus proches. Nous avons nourri notre amour en surmontant nos différences culturelles. Il étudiait le russe avec ardeur et j'ai commencé à apprendre le français. Nous nous efforcions de respecter et de comprendre nos cultures respectives. Nous cuisinions ensemble des plats français et passions les fêtes traditionnelles russes ensemble. Mais le temps heureux a filé à toute vitesse. Le programme d'échange de Julien touchait à sa fin. Chaque fois que j'y pensais, mon cœur se serrait. Que deviendrait notre relation une fois qu'il serait rentré en France? Pourrions-nous supporter une relation à distance ou devrions-nous nous séparer? Ces pensées angoissantes envahissaient mon esprit. Un soir d'hiver, Julien m'a donné rendez-vous dans un café près de la Neva. Il semblait un peu plus tendu que d'habitude. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement. Julien est resté silencieux un moment, puis il a pris la parole. « Nathalie, je dois rentrer en France le mois prochain. » Ces mots ont glacé mon cœur, je sais, et ça me rend très triste, ai-je répondu honnêtement. Julien m'a pris la main, moi aussi. Je n'imagine pas être loin de toi. Il a hésité un instant, puis a sorti une petite boîte de son sac. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Nathalie, veux-tu venir en France avec moi ?» Sa voix tremblait. « Je veux passer ma vie avec toi. Je veux être ton bouclier. Je veux te protéger. » Cram parte écoutez dit pour bis concours prosé déjà. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une bague simple mais magnifique. C'est tout ce que je pouvais m'offrir pour l'instant. Je suis désolée qu'elle ne soit pas plus luxueuse, a-t-il dit en souriant timidement. Les larmes ont coulé sur mes joues. Le prix de la bague n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la sincérité de ses sentiments pour moi. Julien, ai-je dit d'une voix tremblante, mais la France, c'est si loin. J'ai ma famille, mes amis ici. Julien a hoché la tête. Je sais que ce n'est pas une décision facile. Mais Nathalie, regarde la situation économique en Russie. Les emplois se font rares, l'avenir est incertain. En France, tu pourras avoir une vie stable. Je prendrai la responsabilité de te protéger. Ces paroles résonnaient profondément en moi. L'économie russe se détériorait de jour en jour. Mes amis peinaient à trouver du travail et beaucoup de jeunes perdaient espoir en l'avenir. En Russie, se marier au début de la vingtaine n'était pas rare, mais de plus en plus de gens reportaient ou abandonnaient l'idée à cause de l'instabilité économique. Je te promets d'être ton bouclier pour la vie. Les mots de Julien ont scellé ma décision. Cet homme était authentique. Il ne se contentait pas de parler, il agissait. L'image de lui veillant sur moi toute la nuit lorsque j'étais malade m'est revenue à l'esprit. J'avais la conviction qu'il ne me laisserait jamais seule. « Oui, je viendrai avec toi », ai-je répondu. Un large sourire a illuminé le visage de Julien. Il m'a passé la bague au doigt. À cet instant, j'ai senti qu'une nouvelle vie commençait. L'annoncer à mes parents n'a pas été facile. Ma mère s'y est d'abord opposée. « Nathalie, la France, c'est bien trop loin. Comment pourrais-je laisser ma fille chérie partir si loin ?» Mais mon père était plus pragmatique. « Chérie, regarde la situation en Russie. Il n'y a pas d'avenir ici. Si Nathalie peut avoir une vie stable, nous devrions la laisser partir. » Julien a rencontré mes parents en personne et les a salués avec un profond respect. Puis, dans un russe hésitant, il a dit « Monsieur, madame, je promets de rendre Nathalie heureuse pour le reste de ma vie. » Son sérieux a touché mes parents. Ma mère a dit en larmes « Prenez bien soin de ma fille, ne la rendez jamais malheureuse. » La période de préparation est passée en un éclair. Préparer les documents pour le visa, faire mes valises, dire au revoir à mes amis. Mes amies russes étaient envieuses mais aussi inquiètes. Nathalie, la vie en France sera difficile. La langue, la culture, tout est différent. Mais je n'avais pas peur. Avec Julien à mes côtés, j'avais l'impression de pouvoir surmonter n'importe quel obstacle. Le jour du départ pour l'aéroport, mes parents et ma petite sœur Anya sont venus me dire au revoir. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer et Anya serrait ma main très fort. « Sois heureuse, grande sœur. J'espère qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. » J'ai serré Anya fort dans mes bras. Avant de monter dans l'avion, je me suis retournée pour regarder ma terre natale.
C'était l'endroit où j'étais née et où j'avais grandi, mais c'était maintenant un lieu où seul un avenir incertain subsistait. Julien m'a pris la main. « Ne t'inquiète pas, nous sommes ensemble. Prenons un nouveau départ en France. » J'ai hoché la tête. Avec lui, l'avenir me semblait certain. Laissant derrière moi une Russie angoissante, je m'envolais vers une nouvelle vie avec un homme français responsable. À cet instant, j'étais convaincue d'avoir fait le bon choix. La vie en France était bien plus merveilleuse que je ne l'avais imaginé. Comme promis, Julien m'a soutenue et j'ai appris le français avec assiduité tout en m'habituant à mon nouvel environnement. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise française et nous vivions heureux dans une petite maison confortable. Le confort et la sécurité de la France étaient des choses inconcevables en Russie. Une connexion Internet à haut débit, des rues sûres, des supérettes ouvertes tard le soir. Je me suis complètement adaptée à la vie française. Cependant, une chose me pesait sur le cœur, mes parents et ma sœur restaient au pays. En 5 ans, je n'étais pas retournée une seule fois en Russie. Mon travail était très prenant et les billets d'avion étaient chers. Chaque fois que j'appelais mes parents, ils me demandaient quand je reviendrais, mais ajoutaient aussitôt qu'il ne fallait pas que je me force si c'était trop cher. Ils préféraient que j'économise et que je mène une vie stable en France. Je me sentais parfois coupable, surtout lorsque la voix de ma mère me semblait plus fatiguée qu'avant. Mais je me justifiais, je rentrerai quand j'aurai un peu plus d'argent. Je suis trop occupée en ce moment, et c'est ainsi que 5 années se sont écoulées. L'hiver dernier, Julien m'a interpellée d'un air sérieux. « Nathalie, l'année prochaine, nous devons retourner en Russie. » J'ai été un peu surprise. Pourquoi si soudainement ? Julien m'a pris la main. « Il faut que nous allions voir tes parents et Anya. Ça fait déjà 5 ans. La famille, c'est important. Mais les billets d'avion sont chers et les congés au travail. » Hésitais-je encore. Julien a secoué la tête. « Ne t'inquiète pas pour les billets, je m'en occupe. Pour les congés, je vais en parler à l'avance à mon entreprise. Nathalie, c'est important. » On ne peut pas faire passer nos responsabilités familiales au second plan. Les mots de Julien m'ont fait honte. Je prenais ma vie bien remplie comme excuse pour négliger ma famille. Lui, un Français, se souciait de ma famille plus que moi-même. D'accord. Rentrons cet été, ai-je décidé. Quand j'ai appelé mes parents, ma mère a fondu en larmes de joie. « Vraiment, ma fille rentre à la maison ? Anya, ta grande sœur revient. » La voix de ma mère m'a fait comprendre à quel point je lui avais manqué. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais été égoïste. L'été venu, nous avons pris l'avion pour la Russie. Julien avait préparé 2 grandes valises. L'une contenait nos affaires, l'autre était remplie de cadeaux pour mes parents, des cosmétiques français, des produits de santé, des vêtements. Quand je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin d'en apporter autant, il a ri et a répondu « Je veux que tes parents profitent des bonnes choses de France ». Quand l'avion a atterri à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, j'étais nerveuse. C'était mon premier retour en 5 ans. En sortant de l'aéroport, j'ai eu un premier choc. Le bâtiment semblait plus vieux que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait, les installations étaient vétustes. J'étais stupéfaite. Habituée aux aéroports français propres et modernes, celui-ci me paraissait terriblement démodé. Nous avons pris un taxi pour le centre-ville. Le paysage qui défilait par la fenêtre m'a encore plus choquée. Ce n'était pas le Saint-Pétersbourg de mes souvenirs. 5 ans plus tôt, les enseignes de marques mondialement connues étaient partout. Aujourd'hui, elles avaient été remplacées par des magasins de contrefaçon aux enseignes grossières. « Regarde ça, Julien !» ai-je dit en pointant du doigt. Là où se trouvait un célèbre fast-food américain, il y avait maintenant un commerce local avec un logo similaire. Qu'est-ce que c'est ? Julien avait l'air tout aussi surpris. Je lui expliquais « Toutes les grandes marques étrangères sont parties à cause des sanctions économiques. » D'agent Pisance, Azalésion, l'expression des gens dans la rue était différente aussi. Ils semblaient beaucoup plus fatigués qu'il y a 5 ans. Leurs vêtements n'étaient plus aussi soignés. Peu de gens portaient des articles de luxe. La plupart étaient vêtus de vêtements usés. La ville avait perdu de sa vitalité. En entrant dans un centre commercial, j'ai été encore plus stupéfaite. Les rayons étaient à moitié vides et les produits disponibles étaient de piètre qualité. J'ai pris un produit cosmétique en main, même l'emballage était grossier. « C'est vraiment un produit de beauté ?» a demandé Julien. J'ai secoué la tête. C'est une contrefaçon d'une célèbre marque étrangère. La qualité est horrible. Dans un magasin d'électronique, le choc a été encore plus grand. Il n'y avait quasiment pas de smartphones récents et ceux qui étaient en vente étaient à des prix exorbitants. Idem pour les ordinateurs. J'ai demandé au vendeur qui m'a répondu « les produits importés n'arrivent plus et s'il y en a, ce sont des prix de marché noir, donc c'est très cher ». J'ai sorti mon smartphone,
J'ai essayé de lancer les applications que j'utilisais en France, mais la plupart ne fonctionnaient pas. Je ne pouvais pas me connecter à la plupart des réseaux sociaux et le chargement des vidéos était incroyablement lent. La vitesse de connexion était désastreuse. En France, j'avais accès à une connexion haut débit partout et tout le temps, mais ici, il fallait plusieurs minutes pour charger une seule vidéo. Même dans les cafés, j'ai été déçue. Le café était moins bon qu'avant, mais son prix avait doublé. J'ai demandé au propriétaire qui m'a expliqué l'importation de grains de café est devenue difficile. Nous utilisons des grains de moins bonne qualité et malgré ça, les prix sont élevés. Partout en ville, il y avait des annonces d'emploi, mais les salaires étaient incroyablement bas, encore plus bas qu'il y a 5 ans. C'était la conséquence de l'effondrement de la monnaie. J'étais sous le choc. Est-ce vraiment la ville où j'ai vécu ? J'ai posé la question à une ancienne connaissance que j'ai croisée. Comment ça va ces derniers temps ? Elle a soupiré. Nathalie, c'est la fin ici. Pas de travail, des salaires de misère. Et les prix qui ne cessent d'augmenter. Tous les jeunes veulent partir d'ici. On envie les gens comme toi qui sont partis en France. J'ai regardé Julien. Lui aussi avait l'air choqué. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point mon choix de partir en France avait été le bon. Si j'étais restée en Russie, j'aurais moi aussi subi les affres de cette économie dévastée. Julien m'a serré la main fermement. Nathalie, je suis si content que tu sois venue en France. Sur le chemin de la maison de mes parents, je regardais le paysage défiler, l'esprit vide. Ma ville natale que j'aimais tant avait terriblement changé en 5 ans. Non, elle n'avait pas changé, elle avait régressé. L'économie s'était effondrée et avec elle, l'espoir des gens. Mon cœur était lourd. Mais en même temps, je ressentais un soulagement. J'étais désormais en sécurité. Mais mes parents et ma sœur Anya vivaient toujours ici. Cette pensée me pesait. Les retrouvailles avec mes parents ont été émouvantes. Ma mère a fondu en larmes en me voyant et mon père avait les yeux rouges. Ma sœur Anya m'a serré fort dans ses bras. « Grande sœur, tu m'as tellement manqué !» Julien a salué mes parents avec respect et leur a offert les cadeaux qu'il avait préparés. Mes parents étaient émerveillés par les produits français. Nous avons passé quelques jours heureux en famille. Mais chaque fois que nous sortions, je sentais une atmosphère étrange. Surtout quand j'étais avec Julien, je sentais les regards des gens sur nous. Au début, je pensais que c'était simplement parce qu'il était étranger. Mais la nature de ces regards était différente. Un après-midi, nous sommes allés au marché central pour acheter des provisions. Le marché était moins animé qu'avant. Il y avait moins de vendeurs et moins de clients. Je choisissais des légumes chez un marchand, tandis que Julien regardait les fruits un peu plus loin. C'est alors que j'ai entendu des chuchotements en russe dans mon dos. « Regarde cet homme, il a l'air étranger. Un Français peut être… » On dirait bien. Les Français sont très populaires en ce moment, non ? Vraiment ? Et si on allait lui parler ? Je me suis retournée. 2 femmes russes d'une vingtaine d'années regardaient Julien du coin de l'œil. J'ai eu un mauvais pressentiment, j'ai payé rapidement et me suis dirigée vers Julien. Mais à ce moment-là, j'ai eu une envie pressante et j'ai dû m'absenter un instant. « Chérie, je vais aux toilettes. Attends-moi ici 5 minutes. » Julien a hoché la tête. « Vas-y tranquillement. » Il m'a fallu exactement 7 minutes pour aller et revenir. Les toilettes étaient loin et il y avait la queue. Je suis retournée en hâte à l'endroit où se trouvait Julien. Mais ce que j'y ai vu était choquant. Les 2 femmes de tout à l'heure entouraient Julien. Elles lui parlaient avec de grands sourires. L'une tenait son smartphone, l'autre touchait doucement le bras de Julien en riant. Julien, visiblement mal à l'aise, tentait de reculer. Je me suis approchée d'un pas rapide. « Puis-je vous aider ?» Ma voix était glaciale. Les femmes se sont tournées vers moi. L'une d'elles a dit sans la moindre gêne « Oh, c'est votre mari !» On voulait juste lui dire bonjour comme il est français. C'était un mensonge. Je pouvais lire une autre intention dans ses yeux. L'autre femme a ajouté « Vous avez des comptes sur les réseaux sociaux ? On pourrait devenir amis ? La culture française nous intéresse beaucoup. » Elle tenait toujours son smartphone en l'air. J'ai abaissé sa main. « Non merci, nous sommes pressés. » J'ai pris Julien par le bras et nous sommes partis. J'ai entendu leur chuchotement dans mon dos, mais je n'y ai pas prêté attention. Une fois sortie du marché, j'ai demandé à Julien qu'est-ce qu'elles t'ont dit exactement. Julien avait l'air contrarié. Au début, elles m'ont demandé si je venais de France. Quand j'ai dit oui, elles ont voulu savoir où j'habitais, ce que je faisais, et puis elles m'ont demandé mes coordonnées. J'ai refusé, mais elles ont insisté, au moins une adresse de réseau social. J'étais furieuse. Tout cela s'était passé en à peine 7 minutes. J'ai alors compris qu'en Russie, les hommes français étaient devenus une sorte de cible. Avec l'effondrement de l'économie et le manque de travail, les jeunes femmes russes cherchaient des opportunités pour partir à l'étranger, en particulier en France. Et
Les hommes français étaient perçus comme ceux qui pouvaient leur offrir cette opportunité. Le lendemain, une situation similaire s'est produite. Nous étions assis dans un café et la femme de la table d'à côté n'arrêtait pas de fixer Julien. Son regard était un mélange de curiosité et de calcul. J'ai délibérément pris la main de Julien et exhibé mon alliance, mais elle n'en a eu cure et a continué de le fixer. Même chose dans un centre commercial. Pendant que je choisissais des vêtements, une femme s'est approchée de Julien qui attendait dehors, prétextant lui demander son chemin. Mais selon Julien, elle n'a fait que lui poser des questions personnelles, où il habitait, s'il était marié, comment était la vie en France. Je commençais à m'inquiéter. L'attitude des femmes russes était complètement différente d'il y a 5 ans. Avant, elle n'était pas aussi directe. Mais maintenant, l'effondrement économique les avait poussées à bout. Surtout les jeunes femmes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'avenir en Russie et cherchaient un moyen de partir. Chaque fois que nous nous promenions en ville, j'étais tendue. Je sentais les regards des femmes se concentrer sur Julien. Il y avait comme une faim dans leurs yeux, un désir désespéré d'échapper à une réalité angoissante, une avidité pour une vie stable, et la perception des hommes français comme un moyen d'y parvenir. Un soir, Julien a dit « Nathalie, l'ambiance est un peu étrange ici. Les femmes sont très entreprenantes. » J'ai eu un sourire amer, c'est ça. L'économie russe s'est effondrée et les gens ont changé. Surtout les jeunes femmes. Quand elles voient un homme français, elles pensent que c'est leur chance. Julien avait une expression complexe. Voir les gens comme des opportunités, c'est triste. J'étais d'accord. Mais en même temps, je pouvais comprendre. Les femmes russes étaient dans une situation désespérée, pas de travail, une économie en ruine, aucun avenir en vue. Dans de telles circonstances, si elles pouvaient partir pour une France stable, il n'était pas étonnant qu'elles soient si déterminées. Mais cela ne justifiait en rien le fait de s'approcher du mari d'une autre. Je me suis juré de protéger Julien encore plus. Et en même temps, mon anxiété grandissait. Dans une telle atmosphère, je ne savais pas ce qui pouvait arriver. Je m'inquiétais surtout de revoir mes amis. S'était-elle aussi laissée emporter par cette ambiance électrique? Je n'allais pas tarder à le savoir. Environ 1 semaine après notre arrivée en Russie, une réunion avec mes anciennes amies a été organisée. C'était mes camarades de classe de l'université avec qui j'étais très proche. Nous suivions les cours ensemble chaque semaine et le week-end, nous nous retrouvions au café pour discuter. J'avais hâte de les revoir après 5 ans. J'étais curieuse de voir à quel point elles avaient changé et ce qu'elles devenaient. Le rendez-vous était dans un restaurant du centre-ville. C'était un endroit où nous allions souvent, mais l'intérieur était devenu bien vétuste. Je suis entrée avec Julien. Mes amis étaient déjà là et ont poussé des cris de joie en me voyant. « Nathalie, la star est arrivée! Ça fait 5 ans! Nous nous sommes embrassés !» Mes amis regardaient Julien avec curiosité. Alors c'est lui, le fameux mari français. Il est charmant. Julien a souri timidement et les a salués. Je faisais l'interprète en m'asseyant. Au début, l'ambiance était joyeuse. Nous avons ri en évoquant de vieux souvenirs et avons échangé des nouvelles. Mais après quelques verres, l'atmosphère a commencé à changer. Mes amis ne cessaient de me poser des questions sur la France. « Nathalie, la France, c'est vraiment bien ?» a demandé mon amie Olga. « Oui, c'est génial, c'est stable, pratique. » À ma réponse, l'expression de mes amis est devenue complexe. Un mélange d'envie et de jalousie. « Et les salaires, c'est combien ?» a demandé une autre amie. J'ai évité de donner un chiffre précis et j'ai répondu vaguement. « C'est beaucoup plus qu'en Russie. » Olga a soupiré. La chance. Mon salaire n'a pas changé depuis 5 ans. En fait, avec l'inflation, la vie est devenue encore plus dure. L'ambiance s'est alourdie. Mes amis ont commencé à se confier sur leurs difficultés. Une amie qui avait perdu son travail, une autre dont le salaire avait été réduit, une autre encore qui avait renoncé au mariage. Tout était en difficulté financière. C'est alors que Olga a soudainement fixé Julien et a dit « Julien, la France doit être un pays merveilleux, n'est-ce pas ?» Julien a hoché la tête. Oui. C'est un pays stable, avec beaucoup d'opportunités. Les yeux d'Olga se sont mis à briller. Comment faire pour aller en France? J'ai été un peu déconcertée par sa question, mais en tant qu'amie, je lui ai répondu « Eh bien, il faut obtenir un visa de travail ou d'étudiant, ou alors se marier. » Olga a ri. Le mariage semble le plus simple. L'atmosphère devenait étrange. Les autres amis se sont également intéressés à la question. Les hommes français, comment sont-ils? C'est difficile de les rencontrer. Les femmes russes sont populaires en France? Les questions fusaient. J'étais mal à l'aise, mais j'ai répondu aussi poliment que possible. Les hommes français sont généralement responsables et attachés à la famille.
Mais il y a des différences culturelles et la barrière de la langue, donc ce n'est pas simple. Mes amis ont hoché la tête, mais leurs yeux brillaient toujours de convoitise. Avec un peu plus d'alcool, la situation est devenue encore plus directe. Olga m'a soudainement attrapé le bras et m'a dit « Nathalie, j'ai une faveur à te demander. » « Quoi donc ?» ai-je demandé en souriant. Le visage d'Olga était sérieux. « Peux-tu demander à Julien de m'emmener en France ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. « Quoi ?» Olga a serré ma main plus fort. « Je suis sérieuse. Je n'ai aucun avenir ici. Pas de travail, pas de petite amie, pas d'argent. Si je vais en France, je pourrais faire quelque chose. Est-ce que Julien n'a pas de collègues célibataires dans son entreprise ?» J'étais sous le choc. Olga était ma meilleure amie. À l'université, nous partagions tout. Et maintenant, cette amie essayait d'utiliser mon mari pour aller en France. « Olga, qu'est-ce que tu racontes ?» Ma voix s'est faite glaciale. Olga, sans s'en rendre compte, a continué. « Nathalie, tu sais bien à quel point la situation est terrible ici. Je vieillis, je n'ai personne, pas de futur. Présente-moi un homme français, s'il te plaît. » Les autres amies se sont jointes à la conversation. « Nathalie, il doit y avoir plein d'hommes bien en France. Aide-nous. C'est injuste que tu sois la seule à avoir une belle vie. Pense un peu à tes amis. » Les paroles de mes amies m'ont sidérée. Elles s'attendaient sérieusement à ce que je leur présente les amis de mon mari. J'ai pris une profonde inspiration. « Olga, et vous toutes, écoutez-moi, je ne suis pas une agence matrimoniale. Et Julien est mon mari, pas votre ticket pour la France. » Ma voix tremblait. J'étais en colère, mais aussi triste. « Olga a fait la moue. Tu pourrais bien aider tes amis. Toi, tu es déjà en France. Donne-nous une chance à nous aussi. » Je n'en pouvais plus. Une chance, ça se crée soi-même, pas en utilisant le mari des autres. Un froid glacial s'est installé. Mes amis se sont regardés et se sont tus. J'avais besoin d'aller aux toilettes. J'ai tout fait, je vais aux toilettes, je me suis levée. Aux toilettes, je me suis passé de l'eau froide sur le visage. Mon reflet dans le miroir était blafard. Je n'aurais jamais imaginé que mes amies, que je revoyais après 5 ans, seraient devenues comme ça. Elles n'étaient plus mes amies. C'était des personnes prêtes à m'utiliser, ou plutôt à utiliser mon mari pour aller en France. Quand je suis revenue à table 10 minutes plus tard, l'ambiance était toujours aussi pesante. Je voulais partir au plus vite. Nous devons y aller. Mes parents nous attendent. Je me suis levée. Mes amis avaient l'air déçus, mais ne m'ont pas retenue. Sur le chemin du retour, je suis restée silencieuse. Julien m'a demandé, inquiet, « Nathalie, ça va ?» J'ai secoué la tête. Non, ça va pas du tout. Une fois rentrée, j'ai tout raconté à Julien. La demande d'Olga, l'attitude de mes amis, tout. Julien a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il a dit « Nathalie, il y a quelque chose que je dois te dire. » Quoi ? J'ai eu un mauvais pressentiment. Julien a hésité un peu avant de parler. « Pendant que tu étais aux toilettes, Svetlana est venue me parler. » Je me suis figée. Svetlana, c'était ma meilleure amie, ma confidente. Julien a continué avec un air embarrassé. Au début, elle m'a posé des questions sur la culture française, puis soudain, elle m'a demandé mes coordonnées. J'ai refusé, mais elle a insisté, demandant au moins mon adresse sur les réseaux sociaux, disant qu'elle voulait qu'on reste amis. Bien sûr, j'ai dit non. Mais sur le moment, je me suis sentie très mal à l'aise. Svetlana est ton amie. J'étais anéantie. Olga et sa demande directe étaient choquantes, mais la démarche secrète de Svetlana était une trahison bien plus grande. Olga l'avait au moins dit devant moi. Mais Svetlana avait profité de mon absence pour approcher mon mari en cachette. C'était bien plus sournois, bien plus perfide. Les larmes me sont montées aux yeux. Comment peuvent-elles faire ça ? Nous étions si proches. De ce dur, de ce c'était, de ce c'est écoupand pro partis. Julien m'a pris dans ses bras. Nathalie, quand l'économie s'effondre, les gens changent. Quand on est désespéré, la survie passe avant l'amitié. Julien avait raison, je pouvais comprendre. Mes amis étaient dans une situation désespérée et la France leur apparaissait comme la seule issue. Mais comprendre et pardonner sont deux choses différentes. N'y a-t-il pas des limites à ne pas franchir, même entre amis ? Le lendemain, j'ai reçu un message de Svetlana. « Nathalie, c'était super hier, on se revoit bientôt. » Un message anodin, mais je n'ai pas pu répondre. Olga m'a aussi écrit « Nathalie, j'ai pu être un peu exagérée hier. Désolée, mais j'étais sérieuse, tu ne veux vraiment pas nous aider ?» J'ai lu les 2 messages sans répondre. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais ni me mettre en colère, ni pardonner. J'étais juste triste et vide. Ce soir-là, ma sœur Anya est venue nous voir. En voyant mon visage, elle a demandé « Grande sœur, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as pas l'air bien. » Je lui ai raconté les événements de la veille. Anya avait l'air surprise, mais elle a hoché la tête d'un air compréhensif.
Grande sœur, les gens sont tous comme ça ici. L'économie est trop mauvaise, surtout pour les femmes de notre âge. Pas de mariage, pas de travail, pas d'avenir. Alors, dès qu'elle voit un homme étranger, elle saute sur l'occasion. Surtout les Français sont les plus populaires. Ils sont considérés comme stables, responsables et aisés. Les mots d'Ania m'ont rappelé la dure réalité russe. La situation était déjà mauvaise quand je suis partie il y a 5 ans, mais elle était devenue bien pire. Et dans ce désespoir, les gens perdaient leur humanité. L'amitié, la morale, la bienveillance s'effondraient. J'ai regardé Ania. Ses yeux aussi étaient empreints d'inquiétude. « Grande sœur, j'ai peur moi aussi. Si je reste ici, j'ai peur de devenir comme tes amis, d'être à bout et de ne plus avoir de scrupules. » La voix d'Ania tremblait. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Tant pis pour mes amis. Mais je devais au moins protéger ma famille. Surtout Ania, elle était encore jeune. Je devais la sauver avant que le désespoir de la Russie ne lui fasse perdre son humanité. Ce soir-là, j'ai eu une longue discussion avec Julien. Chérie, je pense que nous devons emmener Ania en France. Julien a hoché la tête, sérieusement. J'y pensais aussi. Ania est encore jeune, elle pourra prendre un nouveau départ en France. J'ai envoyé un dernier message à Olga et Svetlana. Je suis vraiment déçue que vous ayez essayé d'utiliser mon mari de cette façon. Je ne peux pas vous aider. Chacun doit prendre la responsabilité de sa propre vie. Après avoir envoyé le message, j'ai supprimé leur contact. 5 ans d'amitié s'étaient effondrés en un jour, mais je n'avais aucun regret. De vrais amis n'auraient jamais agi de la sorte. Après l'incident avec mes amis, j'ai été déprimée pendant plusieurs jours. Le fait d'avoir été trahie par les amis que je revoyais après 5 ans ne me quittait pas l'esprit. Mais j'ai décidé de me concentrer sur ma famille. Au moins, eux me traitaient avec sincérité. Un soir, toute la famille était réunie à la maison pour le dîner. Ma mère avait préparé du borsch et des pelménis. Le goût était le même qu'autrefois. Nous avons ri en évoquant de vieux souvenirs, passant un moment paisible. Après le dîner, alors que je faisais la vaisselle, Ania est venue à côté de moi. « Grande sœur, j'ai quelque chose à te dire. » Son expression était sérieuse. J'ai hoché la tête. « Allons dans ta chambre. » La chambre d'Ania n'avait pas changé. Des posters d'idoles sur les murs, des produits de beauté sur son bureau. Nous nous sommes assises côte à côte sur le lit. Ania a hésité un moment, puis a pris la parole. « Grande sœur, est-ce que tu peux m'emmener en France ?» Sa voix tremblait. Je l'ai regardée. Les larmes perlaient dans ses yeux. « Grande sœur, je ne peux plus vivre ici, vraiment. » Ania s'est mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras. « Ania, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout doucement. » Après avoir pleuré un moment, elle a commencé à parler. « Grande sœur, j'ai eu mon diplôme l'année dernière, tu te souviens? J'ai étudié le commerce, mais je ne trouve aucun travail. J'ai postulé à plus de 100 entreprises, mais je n'ai eu que des refus. Le seul travail que j'ai trouvé, c'est serveuse dans un café et je gagne à peine l'équivalent de 300 € par mois. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Ania a continué. « Regarde mes amis, c'est la même chose pour elles. Même avec un diplôme, il n'y a pas de travail ou alors les salaires sont trop bas. Le mariage, c'est un rêve inaccessible. Les hommes n'ont pas d'argent, alors ils ne pensent pas à se marier. Je vieillis et je ne vois aucun avenir. Este copii et j'ai l'antétroncientide les évêtés. J'ai serré la main d'Ania, très fort. Elle a poursuivi. « Grande sœur, j'ai une amie qui va avoir 30 ans. Elle a fait de bonnes études, elle est jolie, mais elle n'est toujours pas mariée, pas de petite amie non plus. Tous les hommes valables ont quitté la Russie. Ceux qui restent n'ont pas de travail et ne font que boire. » Les paroles d'Ania me brisaient le cœur. La situation était bien plus grave que je ne l'imaginais. Surtout pour les jeunes femmes, c'était une situation désespérée. Je sais pour tes amies, Olga et Svetlana. Elles aussi ont plus de 30 ans et ne sont pas mariées. C'est pour ça qu'elles sont si désespérées. Je ne veux pas devenir comme elles. Je ne veux pas finir ma vie seule. Ania a serré ma main et m'a supplié. « Grande sœur, s'il te plaît, emmène-moi en France. Je veux prendre un nouveau départ, trouver un travail, apprendre le français, rencontrer quelqu'un de bien et me marier. Si je reste ici, je vais vraiment finir comme tes amis. » Je l'ai serré fort dans mes bras. « Ania, ne pleure pas, ta grande sœur va t'emmener. Tu me le promets ?» Ania a continué de pleurer contre moi. Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux. C'était si triste de voir ma sœur si désespérée. Le lendemain, j'ai parlé avec Julien et mes parents de l'idée d'emmener Ania en France. Julien a tout de suite été d'accord. Bien sûr que nous devons l'emmener.
Anya est jeune et pleine de potentiel. Elle trouvera de belles opportunités en France. Mes parents ont d'abord hésité. Ma mère a dit « Si Anya part aussi, que deviendrons-nous » Mais mon père était pragmatique. « Chérie, il n'y a pas d'avenir pour Anya ici. Le bonheur de nos filles est notre bonheur. Laissons-la partir. » Par sûr, Alit. La décision était prise. Anya viendrait en France. Mais avant de partir, Julien a commencé à faire des préparatifs pour mes parents. Un jour, il est arrivé avec plusieurs grandes boîtes. « Monsieur, madame, j'ai quelques cadeaux pour vous. » Il a ouvert une boîte, révélant un téléviseur dernier cri de fabrication européenne, un grand écran de 55 pouces. Mon père était stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Julien a expliqué « C'est un téléviseur moderne que j'ai apporté de France. La qualité d'image est excellente et il a de nombreuses fonctions. Je vais l'installer. » Julien a installé le téléviseur avec dextérité. Quand il l'a allumé, l'écran s'est illuminé. La netteté de l'image était telle que mes parents ont poussé des exclamations de surprise. « Waouh ! C'est ça, une télévision ? On se croirait au cinéma !» s'est écriée ma mère. De la boîte suivante est sorti un réfrigérateur moderne, un grand modèle à 2 portes. Donc Julien a expliqué, c'est un réfrigérateur de fabrication européenne, il est économe en énergie et la partie réfrigérateur et congélateur sont séparées, c'est très pratique. Il a débarrassé le vieux frigo et installé le nouveau. D'une autre boîte est sortie une machine à laver, un modèle à tambour. Ma mère était émerveillée. Je n'ai jamais vu une machine comme ça. Julien lui a expliqué patiemment le fonctionnement. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et elle lave automatiquement. Elle a aussi une fonction séchage, c'est très pratique. Enfin, Julien a sorti 2 petites boîtes. Ceci est un cadeau spécial. Il les a ouvertes, révélant 2 smartphones pliables. Mes parents les ont regardés avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé mon père. Julien a fait une démonstration, pliant et dépliant le smartphone. L'écran s'est agrandi pour devenir comme une tablette. « Waouh !» ont-ils dit en même temps. C'est la dernière technologie européenne. Plié, il tient dans la poche, et déplié, on peut regarder des vidéos ou passer des appels vidéo sur un grand écran. Julien a donné un appareil à chacun de mes parents et leur a expliqué en détail comment s'en servir. Ma mère, fascinée, n'arrêtait pas de le plier et de le déplier. Incroyable que de telles choses existent. Mon père était du même avis. La technologie européenne est vraiment impressionnante. Julien a installé une application d'appel vidéo sur leur smartphone. Comme ça, vous pourrez voir et parler à Nathalie et Anya n'importe quand. L'écran est grand, vous les verrez bien. Les larmes sont montées aux yeux de ma mère. Merci Julien, vraiment, merci. Une fois tous les appareils installés, la maison de mes parents était transformée. Les vieux meubles et appareils avaient été remplacés par des produits européens modernes. Le salon était plus lumineux, la cuisine plus pratique. Mes parents regardaient leur maison, comme neuve, avec un émerveillement constant. Au dîner, Julien s'est adressé à nouveau à mes parents avec respect. « Monsieur, madame, je prendrai la responsabilité de m'occuper d'Anya. Je ferai tout mon possible pour qu'elle ait de belles opportunités en France. Et ne vous inquiétez pas pour vous deux. En France, on n'abandonne jamais sa famille. » Mon père a serré la main de Julien. « Julien, merci. Je suis vraiment heureux d'avoir un fils comme toi. Prends bien soin de mes filles. » Ma mère, en larmes, a ajouté « Julien, vous êtes un homme formidable. Si mes filles peuvent être heureuses, c'est entièrement grâce à vous. » Ce soir-là, Anya faisait ses valises, rayonnante de joie. « Grande sœur, je vais vraiment en France. C'est comme un rêve. Je l'ai prise dans mes bras. Oui, nous partons ensemble pour commencer une nouvelle vie en France. » Anya a demandé « Grande sœur, tu crois que je pourrais vraiment rencontrer un homme bien en France ?» J'ai ri et répondu « Bien sûr. Il y a beaucoup d'hommes responsables, comme Julien. Si tu vis ta vie sérieusement, tu auras sûrement de la chance. » La veille de notre départ, mes parents nous ont retenus pour une longue discussion. Ma mère a dit « Nathalie, Anya, notre souhait est que vous soyez heureuse en France. Ne vous inquiétez pas pour nous, vivez pleinement votre vie. » Mon père a ajouté « La France doit être un pays formidable, puisqu'il y a des gens comme Julien. » Cette nuit-là, j'ai profondément réalisé que la France n'était pas seulement un pays économiquement stable. C'était un pays où le sens des responsabilités, le dévouement et la volonté de protéger sa famille étaient des valeurs vivantes. Toutes les actions de Julien en étaient la preuve. Et j'étais infiniment reconnaissante d'avoir fait le bon choix et d'avoir pu offrir cette chance à Anya. De retour en France, nos journées étaient bien remplies. Aider Anya à s'adapter à sa nouvelle vie était notre priorité. Julien avait préparé beaucoup de choses pour elle. D'abord, il lui a loué un petit appartement près de chez nous.
pour qu'elle puisse être indépendante tout en restant proche. « Anya, voici ta nouvelle maison », ai-je dit en ouvrant la porte. Anya a regardé autour d'elle, émerveillée. « Grande sœur, c'est si joli et agréable. C'est bien mieux que là où j'habitais en Russie. » C'était un petit studio, mais il était propre et tous les meubles et appareils nécessaires étaient là. Julien a inscrit Anya dans une école de langue française. Anya, pour vivre en France, le français est la chose la plus importante. Étudie sérieusement. Anya a hoché la tête. Merci Julien. Je vais faire de mon mieux. Anya était vraiment très travailleuse. Elle se levait tôt chaque matin pour aller à l'école de langue et l'après-midi, nous nous retrouvions pour pratiquer le français. Le soir, elle regardait des films français pour s'entraîner à l'écoute. En 3 mois, Anya était capable de tenir une conversation simple en français. « Grande sœur, je peux maintenant acheter des choses à la supérette en parlant français. » m'a-t-elle dit joyeusement. J'étais si fière d'elle. C'était un bonheur de voir ma sœur, qui était si désespérée en Russie, trouver un nouvel espoir en France. Une fois qu'Anya maîtrisait mieux le français, Julien lui a trouvé un petit boulot dans un café parisien. Commence par des tâches simples. En travaillant, tu apprendras la culture française et ton français s'améliorera encore. Enya a commencé à travailler au café et en discutant avec les clients, elle s'est rapidement adaptée. Environ 6 mois plus tard, Julien m'a dit « Nathalie, maintenant qu'Anya est bien installée et qu'elle parle bien français, que dirais-tu de lui présenter quelqu'un de bien ?» J'ai été surprise. Déjà, Julien a souri. J'ai un bon collègue plus jeune à l'entreprise. C'est un garçon sérieux et gentil. Et si on organisait une rencontre ? J'ai hésité un peu. Je pensais qu'Anya n'était être pas encore prête. Mais quand je lui en ai parlé, sa réponse m'a surprise. Grande sœur, ça me va. J'aimerais bien le rencontrer. Si c'est quelqu'un que Julien présente, je peux lui faire confiance. La personne que Julien nous a présentée s'appelait Thomas, un employé de bureau de 28 ans. Nous avons dîné tous les 4. Dès la première impression, Thomas nous a semblé être quelqu'un de très bien. Il nous a salués poliment et s'est montré très prévenant envers Anya. « Anya, j'ai entendu dire que vous veniez de Russie. L'adaptation à la vie en France ne doit pas être facile, n'est-ce pas ?» a demandé Thomas avec sollicitude. Anya a répondu dans un français encore hésitant. Au début, c'était difficile, mais ma sœur et Julien m'ont beaucoup aidé, alors maintenant ça va. Thomas a écouté patiemment le français maladroit d'Anya. Quand elle cherchait ses mots, il attendait et si elle ne connaissait pas un mot, il le lui réexpliquait avec des termes plus simples. L'attitude de Thomas m'a beaucoup plu. Après le dîner, j'ai demandé à Julien « Thomas, c'est quelqu'un de confiance ?» Julien a répondu avec assurance « C'est un collègue avec qui je travaille depuis 3 ans. Il est sérieux, responsable, il ne boit pas, ne fume pas et c'est un homme qui tient à sa famille. » Da Komwazar Books la Rast Jessie, Dakanzara, Dakanz. Anya aussi semblait avoir apprécié Thomas. Grande sœur, Thomas a l'air d'être quelqu'un de bien. Il a été très gentil avec moi. J'ai pris la main d'Anya. Oui, prenez le temps de vous connaître. Rien de presse. Par la suite, Anya et Thomas ont commencé à se voir souvent. Thomas a fait découvrir à Anya de nombreux endroits en France, les monuments de Paris, de bons restaurants, des cafés chics. Chaque fois qu'ils se voyaient, Anya m'appelait ravie. Grande sœur, aujourd'hui Thomas m'a emmenée à la Tour Eiffel. La vue de nuit était magnifique. Grande sœur, Thomas m'a fait visiter un quartier traditionnel de Paris. C'était super. Koutroblet, Andropi. Thomas aidait aussi Anya avec son français. Ils étudiaient ensemble dans des cafés et quand Anya butait sur un mot, il le lui expliquait gentiment. Le français d'Anya a fait des progrès fulgurants. Environ 1 an plus tard, Thomas est venu voir Julien. « Julien, j'aimerais demander officiellement à Anya de sortir avec moi. Est-ce que tu es d'accord ?» Julien a accepté de bon cœur. Thomas, je sais que tu tiens sincèrement à Anya et je crois qu'elle t'apprécie aussi. Thomas a fait sa demande officielle à Anya. Elle l'a acceptée avec joie. Ce jour-là, Anya m'a appelée. « Grande sœur, Thomas m'a demandé de sortir avec lui. Je suis si heureuse. » Je pouvais sentir le vrai bonheur dans sa voix. Anya et Thomas ont entretenu une relation saine. Ils se respectaient et prenaient soin l'un de l'autre. Thomas s'efforçait de comprendre la culture russe d'Anya et Anya faisait de son mieux pour s'intégrer à la culture française. Ils formaient un couple vraiment assorti. Pendant ce temps, des nouvelles de Russie continuaient d'arriver. Olga et Svetlana, même après que j'ai coupé les ponts, m'envoyaient des messages par l'intermédiaire d'autres amis.
Nathalie, s'il te plaît, aide-nous. Présente-nous un homme français. Mais j'ai tout ignoré. Elles n'étaient pas de vraies amies. En revanche, d'autres amies russes avec qui je n'étais pas si proche à l'université ont commencé à me contacter. Elles aussi s'intéressaient à la France, mais j'étais prudente. La vie en France n'est pas facile. Il faut être prête à apprendre la langue et à s'adapter à la culture. Je leur disais la vérité. Un jour, j'ai reçu un appel vidéo de mes parents. C'était depuis le smartphone pliable que Julien leur avait envoyé. L'écran était grand et net. Je pouvais bien voir leur visage. « Nathalie, Anya, vous allez bien ?» a demandé ma mère en souriant. « Oui, maman, nous allons bien. Anya a un petit ami. » ai-je répondu. Ma mère était surprise. « Vraiment, comment est-il ?» Anya est apparue à l'écran et a raconté avec joie « Maman, il s'appelle Thomas, c'est quelqu'un de formidable. C'est un collègue de Julien. Il est gentil et sérieux. » Mon père était heureux lui aussi. Notre petite dernière a trouvé quelqu'un de bien. C'est une bonne nouvelle. Mes parents étaient rassurés de voir Anya si heureuse. Un bonheur qu'elle n'aurait jamais connu si elle était restée en Russie. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Anya parle couramment français. Elle a quitté son travail au café et a été embauchée dans une petite société de commerce international. Le fait qu'elle parle à la fois russe et français a été un atout majeur. Anya est maintenant indépendante financièrement et envisage sérieusement de se marier avec Thomas. Grande sœur, Thomas m'a demandé en mariage. Un jour, Anya m'a montré une bague en disant cela. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Félicitations Anya, tu as l'air si heureuse. Les larmes sont montées aux yeux d'Anya. Grande sœur, si je n'étais pas venue en France, qu'est-ce que je serais devenue? Je serais peu, être encore en Russie, sans travail, désespérée. Grâce à toi et à Julien, ma vie a complètement changé. Les mots d'Anya m'ont touchée au plus profond du cœur. Il y a 5 ans, quand je suis montée dans l'avion pour la France avec Julien, je ne pensais qu'à mon propre avenir. Mais maintenant, je sais que mon choix a changé l'avenir de toute ma famille. Récemment, j'ai eu des nouvelles de mes anciennes amies russes. C'était Olga et Svetlana. Elles menaient toujours une vie difficile en Russie. Sans mariage, sans bon travail, elles ne faisaient que vieillir. Leur message était empreint de regret. Nathalie, à l'époque, nous avons été horribles. Pardonne-nous. Nous étions juste désespérés. J'ai lu leur message avec des sentiments mitigés. J'éprouvais de la compassion, mais en même temps, je savais que c'était le résultat de leur propre choix. De vrais amis n'auraient jamais agi de la sorte. J'ai répondu brièvement, chacun vit la vie qu'il a choisie. Je me concentre sur la protection de ma famille. Nous envoyons régulièrement de l'argent à mes parents. Avec ce que Julien et moi gagnons, nous subvenons à leurs besoins. Mes parents utilisent précieusement les appareils que Julien leur a envoyés et nous appellent souvent en vidéo avec leur smartphone pliable. Grâce à Julien, nous vivons confortablement, me dit toujours mon père avec gratitude. Parfois, je regarde par la fenêtre et je pense, si je n'avais pas rencontré Julien il y a 5 ans, que serais-je devenue? Si je n'étais pas venue en France, que se serait-il passé? Je serais probablement en Russie, avec un maigre salaire, angoissée par l'avenir. Et Anya aussi. Mais maintenant, nous sommes en sécurité. Dans un pays stable comme la France, avec des maris responsables, nous pouvons planifier notre avenir, nous pouvons rêver. C'est une vie que nous n'aurions jamais pu imaginer en Russie. Hier, quand Thomas est venu chez nous, il a dit « Julien, Nathalie, merci infiniment de m'avoir présenté Anya. Elle est la personne la plus importante de ma vie. Je prendrai la responsabilité de la rendre heureuse pour le reste de mes jours. » Ces mots étaient empreints de sincérité. C'était exactement la même promesse que Julien m'avait faite autrefois. J'ai pris la main de Julien. « Chérie, grâce à toi, toute notre famille est heureuse. Merci infiniment. » Julien a souri. La famille, c'est quelque chose que l'on protège ensemble. C'est une valeur que j'ai apprise en France. En cet instant, j'en suis certaine. Prendre l'avion pour la France il y a 5 ans a été le meilleur choix de ma vie. Et faire venir Anya en France a aussi été le meilleur choix. Échappés de la réalité désespérée de la Russie, nous vivons une vie heureuse avec les personnes que nous aimons, dans le lieu le plus sûr et le plus certain qui soit, la France. Parfois, en regardant les lumières de Paris la nuit, je pense, chacune de ces lumières est l'espoir de quelqu'un, le rêve de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un. Et je suis profondément reconnaissante du fait que parmi ces lumières, il y ait aussi celle de notre famille. La date du mariage d'Anya est fixée. Mes parents viendront en France pour l'occasion. Ils verront leurs 2 filles, toutes 2 mariées, à de bons maris en France, vivre heureuses. Et ils ressentiront par eux-mêmes quel immense cadeau la France a été pour notre famille. Je vis chaque jour avec gratitude, avec un mari français responsable, sur une terre française stable, avec la famille que j'aime. Cette expérience choquante en Russie n'est plus qu'un lointain souvenir. Je ne regarde plus que vers l'avenir. Et cet avenir me semble lumineux et plein d'espoir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui ?
Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et d'activer les notifications pour découvrir encore plus d'histoires.